Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut à tous, salut Gunners, bienvenue dans Coup de canon, nouvel épisode, nouveau débrief avec les poteaux de la team Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau derby, le derby d'hier, parce que nous, ici, on vous dit tout. On enregistre dimanche matin. Alors, c'est pas forcément un débrief à chaud pour certains, on va dire un débrief à tiède. Il y avait personne qui était disponible hier soir pour faire le débrief, le podcast. Donc, avec mes invités du jour, on a décidé de le faire ce matin. Il est 10 heures. Moi, je vous avouerai que j'ai regardé que la première mi-temps pour préparer ce podcast-là. La deuxième, je l'ai vraiment survolé. Mais on va faire le job. Et puis, pour m'accompagner, pour me sauver les miches, avec moi, Nico. Salut Nico. Salut Raoul, salut à tous. Nico qui dort une nuit sur deux parce que son petit fait ses dents. Et Jonathan. Exactement. Welcome, Jonathan, from Malaysia. Ça roule, Jonathan? Ça va, merci. Bon, je donne l'impression d'être super en forme. En fait, je suis complètement explosé, les gars, je vous avoue. Messieurs, parlons un petit peu de ce match. Alors, ce match, c'était quoi les enjeux? Parce que on jouait pas notre vie sur ce match-là, mais encore une fois, il y avait moyen d'aller chercher quelque chose. Et si ce n'était pas d'aller chercher Liverpool qui doit jouer aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, donc aujourd'hui C'est ça. dimanche, on avait quand même appris avant le coup d'envoi et pas pendant le match que Nottingham Forest avait été défait. Et que donc, en cas de victoire, on pouvait prendre, je crois, 8 points d'avance sur Nottingham Forest, qui en soi, sur la fin de saison qui arrive avec la Ligue des Champions qui est clairement dans la tête de tout le monde, devait nous donner un matelas plus confortable dans cette consolidation de la deuxième place au classement, étant donné bien entendu que la première, on a fait un trait dessus. Alors il y a deux écoles pour la première ligue. Il y a ceux qui disent que terminer deuxième ou troisième, c'est la même chose, que finalement on s'en fout. Et puis, il y a l'école dont je vous avoue faire partie qui dit que, ben non, terminer deuxième ou troisième, c'est pas pareil, notamment à l'heure du bilan, et que, il est préférable que Arsenal soit dauphin, même si c'est pour la troisième saison consécutive qu'on termine troisième. Parce que quand tu lâches, finalement, tu lâches un petit peu tout, tu lâches un peu dans les têtes, tu lâches physiquement, tu lâches tout, et tu lâches aussi tes supporters qui se déplacent et qui attendent un petit peu autre chose. Voilà les enjeux. Avant de commencer de parler de la compo, messieurs, l'instant passion, l'instant méchade, j'aurais pu le renommer comme ça. Quels ont été, messieurs, vos coups de cœur ou coups de gueule sur cette rencontre? Allez, honneur au plus éloigné, Jonathan. Pour moi, ça va être un peu un coup de gueule qui concerne les matchs nuls. Voilà, là, on doit être dans le jeu de mots ultime, à mon avis. Euh, Bah, j'espère. Euh, Parce que là, du coup, je vois pas trop quand je vais te donner la parole pour ce coup de gueule, mais on va se démerder. Nico, à toi. Coup de cœur ou coup de Ouais, gueule? moi j'avais les deux, Ah, mais faut mais choisir, hein. bah ouais, comme Jonathan choisit un coup de gueule, je vais prendre un coup de cœur. Moi je vais parler du match de Saliba. Ah, Je parlais du match de Saliba et des multiples casquettes qu'il a endossées dans ce match. ouais, je suis d'accord. Alors, je suis pas d'accord sur ton coup de cœur, mais je suis d'accord sur ce que tu viens de dire. Euh, Forcément, si on se projette, je pense que Saliba sera dans le top de chacun de nous trois, messieurs, Ouais. vu le match. En tout cas, je ne vous impose rien, j'imagine. Allez, let's go pour la compo. C'est une compo, encore une fois, un petit peu révisée que Mikel Arteta nous proposait hier après-midi, avec pas moins de 5 changements par rapport à la composition et au 11 de départ que l'on a vu cette semaine face au Real Madrid. Pouvons-nous être étonnés de ce turnover? Pas forcément. Pouvons-nous être étonnés des joueurs
qui ont subi ce turnover, pardon, et ceux qui ont joué un peu plus, pourquoi pas être surpris. En tout cas, on va parler dans un instant. La compo, je vous la donne. Au but, David Raya. De droite à gauche, le retour de Thomas Partey arrière droit. Défense centrale avec Saliba Kivior. Et à gauche, Tierney. Au milieu de terrain, on avait Jorginho qui était la pointe basse, avec Declan Rice qui gardait son poste un petit peu de numéro 8 et Zinchenko qui était, alors vous me direz si je me trompe, hein, mais c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, qui était censé prendre la place pardon, de Martin Odegaard. Ouais, Et pareil pour moi. devant, système traditionnel de toute façon en 4-3-3, avec Martinelli à gauche, seul rescapé finalement de de mardi dernier. Mercredi Mm. dernier? Mardi dernier? Mardi Mardi. dernier, pardon. Sur la ligne d'attaque. Accompagné de Ethan Nwaneri côté droit et de notre Belge slash Clément Turpin, Leandro Trossard en pointe. La question est simple, la question est traditionnelle. Messieurs, qu'avez-vous pensé de cette composition au moment où elle est sortie? Avez-vous été surpris? Avez-vous été fâché? Avez-vous été content? Quelle a été votre réaction, pardon, et pourquoi? C'est parti. Allez, Nico, je viens vers toi. Ouais. Alors, quand la compo elle est sortie, effectivement, gros turnover, tu l'as dit. Pour le coup, on pouvait s'y attendre. Après, c'est toujours la même question, c'est est-ce que on s'y attendait? Est-ce que on aurait fait la même chose? Moi, je suis un peu embêté parce que, en gros, faire un turnover avant un match comme Madrid, ça se comprend, il n'y a pas de problème. Et en plus, quand on connaît la situation d'Arsenal en Première Ligue vis-à-vis bah, du titre quasiment qui tend les bras à Liverpool. Euh, la seule chose, c'est que ce serait bien d'avoir une certaine cohérence entre une communication et la réalité. Je m'explique. Quand on dit qu'on veut entretenir une dynamique entre les deux matchs de Madrid, est-ce qu'on peut entretenir une dynamique en remplaçant 50% de l'équipe quasiment? Euh, je sais pas, surtout sur des postes assez clés. Alors, moi, par exemple, je suis pas surpris de voir Saliba Kivior. Ça, je trouve ça logique. On continue de les faire bosser ensemble. De toute façon, ils vont être là jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, faut entretenir leurs échanges, leurs automatismes, etc. Ça me pose pas de problème. Un mec comme Tierney qui vient, non plus, ça me dérange pas. Et en plus, moi, on en reparlera peut-être, mais MLS, c'est très bien, il a des grosses qualités, mais il a des sacrés trous d'air par moment quand même. Donc ça me va aussi. Au début, je vois Partey arrière droit, je dis, wow, c'est quoi ce truc? Mais j'ai compris que White était sur le flanc, encore une fois. Mais je crois que malgré tout, j'aurais préféré quand même avoir Timber s'il était fit et qui, si c'est un joueur qui peut enchaîner, visiblement ça semble être le cas, pour avoir Partey au milieu et continuer à avoir un milieu de terrain qui soit encore une fois au plus proche de ce qu'on va avoir mercredi prochain. Et après, sur la ligne d'attaque, moi, faute de mieux, vu qu'on n'a pas d'attaquant et qu'on met Merino sur les matchs clés, moi je remets Merino. C'est dans la même logique. C'est Merino, moi je veux le faire bosser. Je veux qu'il soit dans ce rôle de neuf. Je veux il va l'avoir une bonne partie jusqu'à la fin de la saison. Je veux qu'il soit là. Maintenant, on a fait ce choix-là, on va au bout et puis on l'utilise. Donc en soi, moi, autant de changements, ça me surprend. Les changements qui me gênent moins, oui, Zinchenko, le faire bosser au milieu de terrain, on reviendra sur son match, mais sur le principe, pourquoi pas. Nwaneri, bah, tout à fait cohérent. Et Tierney, encore une fois, ça me dérange pas. Le reste, je l'entends, mais j'aurais pas fait. Enfin, si j'avais pu faire un compo, j'aurais pas fait ça. Je comprends. Je comprends et en plus c'est super bien détaillé. Donc qu'on soit d'accord avec toi ou pas, finalement, on comprend le raisonnement et il peut se tenir debout. Euh, avec, d'après moi, peut-être un bémol sur Merino. Quand tu parles Ouais. d'automatisme, etc., c'est vu le milieu qui est aligné.
Euh, et finalement, avec un sur 3 présents par rapport au milieu de terrain que l'on va avoir mercredi prochain, Mhm. les seuls automatismes qu'il aurait pu trouver finalement, c'était un petit peu avec Rice et un petit peu avec Martinelli. Donc voilà. Mais après, on voit bien qu'on est toujours dans cette euh, balance, dans la réflexion de savoir est-ce que on donne du temps de jeu et on va chercher des automatismes, etc. Ou est-ce qu'on préserve parce que en cas de blessure, c'est là qu'on se rend compte que si tu enlèves euh, un élément, quel qu'il soit, dans le 11 de départ que l'on a vu Mm. mardi face au Real Madrid, tu te rends compte déjà que d'en remplacer Ouais, un, c'est ça. c'est compliqué, tu vois. Mais voilà, mais là, on Et est juste, vraiment, je pense que c'est vraiment une torsion mentale ouais. que Arteta a, hein. Et juste pour préciser par rapport à ce que tu disais, moi pour le coup, c'est que je mets Partey au milieu de terrain. Donc j'ai deux milieux de terrain sur trois qui vont jouer mardi prochain, et c'est pour ça que je remets Merino. Ouais, je comprends, ouais. Jonathan, t'en as pensé quoi? Je reviens juste sur quelque chose que tu as dit quand tu as présenté la compo et dont on a parlé la semaine dernière quand on a parlé de la compo d'Everton, où c'est moi qui ai dit ça peut s'entendre qu'il fasse tourner pour Everton avant Madrid, étant donné que en championnat, Liverpool est bien loin devant. La qualification en Champions League pour nous semble assurée, donc deuxième ou troisième, il n'y a pas grande différence. Je n'ai pas dit que c'était ma façon de penser. Moi, je suis d'accord avec toi. Je veux voir une progression, je veux la deuxième place. Mais ça pouvait peut-être s'entendre. Ça voulait peut-être s'entendre. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Ouais, bien sûr. Maintenant, au niveau de ce qui s'est passé contre Everton, on a eu un bon résultat contre Madrid. Là, je m'attendais bien entendu à avoir du mouvement et donc j'ai pas été vraiment très surpris quand j'ai vu ce qui était sur le papier. Moi, il y a plutôt l'absence de Odegaard qui m'embête un peu. Odegaard, Entièrement d'accord. le mec, c'est le capitaine de l'équipe. Il fait pas une bonne saison au niveau de son apport sur le terrain. On peut pas enlever qu'il donne tout ce qu'il a, hein. Je pense qu'il donne tout ce qu'il a. Et moi, j'aurais aimé le voir. J'aurais aimé le voir. J'aurais aimé voir ça m'aurait pas dérangé de voir un Rice sur le banc, par contre. Alors, je pense qu'il aurait dû un petit peu bouger, changer son milieu de terrain, mais le Norvégien, c'est le capitaine, il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il soit là. En ce moment, il a je sais pas, j'ai l'impression qu'il a des performances. C'est assez bizarre. Contre le Real, j'ai l'impression qu'il a commencé à revenir à la vie une fois que le premier but a été marqué. Une fois qu'il y a eu le premier but de Rice, je l'ai senti beaucoup plus soulagé, comme quoi il avait un poids Un en moins poids, sur les ouais. épaules. Là, on le voit rentrer après le but de Partey. J'ai l'impression que ça va. Et dès qu'on prend le but de Wissa, boum, t'as l'impression que ça redevient encore un peu compliqué. Je sais pas, c'est très bizarre. Donc, pour revenir à la compo, Saliba, Kivior, pas de problème. Kieran Tierney, arrière gauche, j'ai pas de problème. J'aime beaucoup le joueur. J'ai envie de le voir à max avant qu'il parte. Pas de souci. Arrière droit, mais c'est un peu problématique ce qui commence à se passer avec ces latéraux là, entre Calafiori qui se blesse toutes les 2 semaines, White qui a des rechutes. C'est quand même un petit peu dangereux. On risque de devoir repartir sur le marché pour des défenseurs cet été, donc ça c'est un peu problématique. Mais bon, on a mis Partey parce qu'on n'avait pas le choix. Partey qui pour moi a fait quand même une belle prestation, je trouve. Euh, Après, bon, on parlera de la gestion des changements parce que il y a quand même eu un petit pari sur Jorginho, hein. Jorginho, on sait l'âge qu'il a. On sait qu'il n'arrive pas à faire 90 minutes. Là, on a pris le poids de faire 5 changements, de le laisser. On a vu comment ça s'est fini. Ça aurait pu être plus grave, mais bref. Et au niveau de la ligne d'attaque, non, moi, j'ai pas de souci. J'entends ce que dit Nico par rapport à Merino, mais bon, euh, ça m'a pas surpris plus que ça. Voilà, moi, c'est juste, je voulais voir Odegaard sur le terrain, quitte à mettre Rice sur le banc. Bah, si tu mets, moi, je te rejoins, hein. C'était là où je voulais conclure sur la partie compo. C'est que je pense que les prestations en dessous de ses qualités de garde méritaient que de garde soit dans le 11 titulaire. Alors après, encore une fois, hein, je reprends l'argument que je disais tout à l'heure, c'est toujours très compliqué la balance entre donner du temps de jeu et aller chercher une performance et le risque de blessure. Mais
dans ce 11 de départ-là qui a été un petit peu chamboulé. Moi, tu enlèves Rice, et je suis d'accord, hein, pour mettre Zinchenko en 8 et tu laisses Ødegaard en 10. Moi, je trouve que c'est cohérent. Et en plus de ça, on a vu une première période sur laquelle on va venir tout de suite. En tout cas, j'ai vu une première période elle n'était pas excellente, mais elle était cohérente, je vais dire. Et donc, du coup, c'est vrai que Declan Rice, pardon, j'aurais voulu, oh là, le voir sur le banc, mais ce qu'il a montré encore une fois sur ce match-là, pouah, c'est, Ouais, euh, c'est très fort, hein. c'est Ah oui, oui, bien sûr. C'est très très la, fort. la, 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 Mais la métamorphose de Declan Rice qui passe de 6 à 8, ouais. elle est phénoménale. Le mec, j'ai Mais, l'impression qu'il joue le Real Madrid de chaque match, quoi. Il est, mais Mais ce qui est Vas-y, intéressant, vas-y, comme tu Jonathan. dis, Raoul, c'est que on en a vu des purges récemment. Et ça, j'ai pas eu le sentiment que c'était une purge, moi, parce que il y a des matchs où on est toujours à Mm. contre-temps, où on n'est pas dans les bons timings, où il y en a un qui part, on donne pas le ballon. Non, là, j'ai trouvé que c'était plutôt, ça bougeait, c'était pas la folie, mais c'était pas désagréable à regarder en tout cas. moi, j'ai vu beaucoup de cohérence. Tu vois, j'ai vu beaucoup de cohérence avec le 11 que l'on a aligné, avec des joueurs qui ressortaient plus ou moins du lot, avec des joueurs qui étaient peut-être en deçà de leur performance. Et là, je pense notamment à Martinelli. Quand tu vois le Martinelli que moi j'ai trouvé très bon face au Real Madrid, et quand tu vois le Martinelli d'hier, c'était pas forcément le même. J'ai même pas envie de dire, parce que je pense que dans la tête de certains, on verra ça en fin d'épisode. Je pense que Martinelli, pour certains, a été un flop hier. Mais en fait, moi, de ce que j'ai vu, euh, alors oui, vous allez dire, je défends le fiston. Mais en fait, dans ce que j'ai vu, notamment dans la première mi-temps, c'est que euh, il était vraiment à ça de faire une bonne première période parce que les appels étaient bons. Il lui manquait juste de sentir le foot. C'est-à-dire qu'il a eu des occasions, mais qu'il lui manquait soit la petite seconde d'anticipation supplémentaire pour se mettre en meilleure position, tu vois, parce qu'il a eu des bons ballons, mais pour autant, il n'a pas été transparent. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais on va parler, messieurs, déjà de cette première période. Ce qui était plutôt cool, c'est que, en fait, on a remarqué que l'Emirates n'avait pas envie de redescendre de son petit nuage et que les supporters attendaient, si ce n'est pas une masterclass, mais étaient très contents de revenir au stade après la rencontre de mardi et qu'ils auraient aimé surfer, encore une fois, tu sais, sur l'atmosphère que l'on a ressentie. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Concernant cette première période, que dire de façon globale? Que on a dominé cette première période. Ouais. Euh, Moi, j'ai pas trouvé Brentford ultra défensif. Je les ai trouvés très organisés, avec un plan de jeu, mais je les ai pas trouvés, tu vois, je pourrais pas, j'ai pas envie de dire, ouais, ils sont venus, ils ont posé le bus, quoi. Il y avait un, Mais T'avais l'impression qu'ils avaient réfléchi à un plan de jeu, quel que soit le 11 finalement de départ, et forcément, comme toutes les équipes qui viennent jouer à l'Emirates, bah, c'est déjà dans un premier temps de bien défendre, avant d'aller chercher les Gunners, soit en contre, soit dans des phases offensives où on se projette rapidement vers l'avant. Mais on n'a pas eu, moi, je pourrais pas dire qu'on a eu un bloc super bas de Brentford, tu vois. Je sais pas comment vous non, pas l'avez super. ressenti, mais Pas... Il n'était pas super bas. C'était malgré tout un bloc assez bas, je trouve. De toute façon, tu l'as assez bien dit dans cette première mi-temps. Enfin, là, en gros, sur la première mi-temps, on se dit, bah, ok, Brentford, ils viennent chercher un peu ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire un résultat au mieux et au pire, un match nul. Ils jouaient quand même assez relativement sur des contres, mais c'était pas des contres qui partaient de leur but non plus, quoi. c'est ça. Il y avait un peu de construction basse sur leur partie de terrain, et après, ils envoyaient quand même des belles transversales sur Bemo, notamment, qui lui, ben, je sais que je crois, hein, que c'est un petit chouchou de Mechad, Bemo.
Mais ouais, ouais, ça se comprend. C'est un bon joueur. On verra bien où il ira l'été prochain. Mais après, ouais, sur cette première mi-temps, je sais pas si on rentre dans le détail, mais Moi, je me moi, suis ce que j'ai eu noté l'impression. 4 points sur cette première mi-temps, alors qui ne résume Ouais, pas cette première mi-temps, mais je me suis noté 4 points sur lesquels on peut revenir de façon plus ou moins ouais, précise, hein, ouais, ouais. messieurs. Euh, je me suis noté la 21e, l'arrêt de Raya à Oui. 0-0 sur la frappe de Mbeumo. Euh, la balle arrive côté... Non, c'est pas Mbeumo qui frappe, non, non. C'est Mbeumo qui Non, reçoit non, le ballon côté droit. c'est Euh, ça. Martinelli Il est y a un un petit peu en décalage. retard. Il décale, je sais plus qui. Tierney Non, attends, c'est Tierney qui revient? Ouais, c'est Tierney qui revient, je Non, crois. non, c'est Ou Martinelli c'est Martinelli qui qui fait un voilà. repli. Il y a Tierney Mais il est sur un peu tardif, Mbeumo. son repli. Et le repli défensif de Martinelli est un petit peu. Il manque quelques Tardif. mètres au départ. Ouais. Et Raya fait l'arrêt qu'il faut. Et si je suis revenu sur cette occasion-là, c'est l'occasion pour moi un petit peu d'ouvrir le dossier David Raya, qui pour moi, je vous l'annonce, sera dans mes tops. Bah oui, Parce oui. que j'ai trouvé super intéressant son match. Et notamment, euh, encore une fois, je le répète, quand je vois un David Raya comme ça, c'est-à-dire que plus ou moins décisif, parce qu'on prend quand même un but, mais décisif sur la première frappe de Brentford, qui ne prend aucun risque au pied, qui va chercher des relances rapides au pied qui étaient relativement précises. Il manquait pas grand-chose pour que Martinelli se retrouve en 1 contre 1. Et d'ailleurs, le but en deuxième période reviendra d'une relance rapide de Raya, même si pour moi, c'est pas l'élément déclencheur et que c'est Raya qui fait 90% du boulot, ou 80%, puisque la frappe de Partey, faut la mettre. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé un très bon David Raya. Et cet arrêt-là, finalement, c'est quasiment la seule chose qu'il a à faire de décisif sur la première période. Il le fait bien et ça le met en confiance sur cette rencontre. Je voulais également revenir sur le but refusé très logiquement de Tierney pour dire à quel point, parce que j'en ai pas parlé au moment de la compo, moi je l'avais annoncé dans le Discord je crois que c'était avant-hier, jeudi ou vendredi, quand Louis proposait, ou Louis ou Corentin proposait une compo de départ, j'avais écrit que moi je voyais Tierney et Zinchenko commencer, ce à quoi m'avait répondu Louis, et je me permets de le dire puisque même si les échanges privés sont interdits par la loi, mais Louis m'a répondu par rapport à ça hier, donc je me permets de le citer. Il disait que pour lui, Tierney et Zinchenko ne joueraient et ne commenceraient leur jubilé, puisque c'est un terme que j'ai employé, qu'à partir du moment où on n'aurait plus rien à jouer. Et j'ai répondu à Louis hier, quand j'ai vu la compo, que visiblement, nous n'avons plus rien à jouer en PL, puisque Tierney et Zinchenko étaient titulaires. Mais Tierney, j'ai Bah, bien aimé son match. Louis était de toute façon pour qu'il y ait un minimum de rotation, hein. Il veut garder quasiment le même 11 de départ qu'il y a contre Madrid et tout donner, hein. Ouais. C'est- Donc voilà, le but refusé logiquement sur hors-jeu. Je vais revenir également sur un fait de jeu que je garde juste pour après. Et je me suis noté aussi la masterclass de Saliba, l'ouverture de balle de Saliba pour Martinelli à la 34e minute de jeu. C'est ça. Ou Incroyable. quand je parlais de manque d'anticipation, c'est cette fameuse seconde qu'il manque à Martinelli, puisque l'ouverture de balle, elle est incroyable pour un défenseur central, et que Martinelli se met en situation de frappe, puisque la frappe est contrée. Mais encore une fois, tu vois qu'il est un petit peu en retard sur son appel de balle, et que s'il sent le truc un peu plus, euh, je pense que ça peut faire but. Et le dernier point, messieurs, sur lequel je voudrais revenir, mais je crois que alors là, ça va être un petit coup de gueule général, c'est le carton jaune de Nørgaard sur la faute de Martinelli, le tacle qui, pour moi, mérite un carton rouge. Et si je souhaite y revenir et faire une petite parenthèse, c'est pas pour dire que je vais pas jouer mon Calimero, je vais pas dire que Arsenal n'est pas arbitré comme les autres, etc. Mais de façon générale, ce genre de tacle-là, en première ligue, on doit pas les voir. Et pour moi, si les arbitres ne se mettent pas au niveau et à protéger les joueurs, ça devient très grave. Puisque que l'arbitre mette un jaune sur le moment, ça peut se comprendre. Martinelli est à terre, il fait pas 15 roulades, il n'est pas en train de hurler à la mort, il est soigné et il est vrai qu'il va se relever relativement rapidement. Mais que la VAR, en voyant le ralenti des images, n'appelle pas l'arbitre en disant viens voir les images, ça peut mériter peut-être plus.
Moi, c'est quelque chose qui me dérange, mais de façon très globale. C'est-à-dire que si c'est un joueur d'Arsenal qui fait ce tacle-là sur un autre joueur, j'aurais vraiment le même ressenti. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on arrive à dissocier le côté affectif du côté Gunners en disant cette saison, Liverpool a été avantagé, cette saison, Arsenal n'a pas été arbitré de la même façon. Moi, j'aimerais qu'on imagine ça de façon plus globale et que finalement, sur la saison, et ça ne coûte pas le titre, hein, ben, certains diront que si, mais je pense sincèrement qu'on a vu une saison d'arbitrage en première ligue qui était nettement inférieure aux saisons précédentes et que c'est assez problématique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, si c'est un sujet sur lequel vous voulez donner un avis ou pas, mais en tout cas, moi, je voulais y revenir parce que ça me saoule un petit peu. Je pense on a Vas-y, vu ouais. déjà depuis le début de la saison que l'arbitrage, quand on parle d'Arsenal, de façon générale, avec Arsenal, laisse très très peu de choses passer. Que ce soit du Mike Lewis Kelly, que ce soit du Leandro Trossard contre Man City, ou Declan Rice contre Brighton, ou peut-être qu'ils ont respecté le règlement à la lettre parce que ça avait été complètement renforcé à l'intersaison dernière que Mhm. quand les joueurs touchaient le ballon après un coup de sifflet final en perte de temps, il y avait une sanction directe. Moi, j'ai quand même trouvé que Arsenal avait vraiment été arbitré très très durement. Surtout, on en a déjà parlé plusieurs fois, Raoul, du deuxième jaune sur Rice, alors que le joueur de Brighton lui en colle une Entièrement d'accord. démesurée dans le tibia. Mhm. Bref, oui, là, ça méritait plus. Ça méritait plus, c'est sûr. Mais bon, on s'est jamais arrêté à ça. De toute façon, faut avancer. Mais c'est sûr que ouais, ça méritait un peu quelque chose un peu plus sévère, en tout cas. Nico, sur le Moi, côté arbitrage en général ou sur cette occasion-là, sur cette ouais, action-là, ouais. pardon, Alors, pour être honnête, là, moi, je l'ai pas trop en tête, cette action t'es en où train de la ça rechercher. me... Je suis en train de la rechercher, c'est pour ça. Mais globalement, ce qui se passe, enfin, pour être clair, enfin, cette année, pour des contraintes perso, je peux pas regarder 1000 matchs. Donc, je me concentre vraiment sur les matchs d'Arsenal. Donc, je vois quasiment exclusivement que les matchs d'Arsenal. Euh, donc je peux juger que sur ces matchs-là et je vais pas pouvoir dire ah bah Liverpool ceci, Man City cela. Moi je trouve que effectivement il y a eu par rapport aux années précédentes une baisse du niveau de l'arbitrage en Angleterre sur ce que j'ai vu comme match d'Arsenal effectivement. J'avais en mémoire sur les années passées et même pas que les je sais pas 2 3 saisons mais dernières mais même avant. Pour moi, l'arbitrage anglais, c'était mais incroyable, c'était génial. J'adore qu'il laisse jouer, j'aime pas trop quand c'est saccadé, etc., etc. Ça me plaît beaucoup. Et globalement, j'avais l'impression que la sécurité des joueurs était dans l'ensemble respectée. Moi, je trouve que l'arbitrage en Angleterre a eu en soi assez de mal à se mettre à la VAR par rapport à d'autres endroits et notamment quand on regarde un peu la Champions League, je trouve que c'est quelque chose qui est plus cohérent. Là, cette année, moi, l'arbitrage, honnêtement, je comprends rien du tout à la logique qu'il peut y avoir derrière. Pourtant, le début de match, je te dis jusqu'à l'action où là, j'ai un peu de mal à me la remettre en tête. Je trouvais que l'arbitre était pas enfin, c'était plutôt cohérent. Mais sur cette année de Première Ligue et des matchs d'Arsenal, ouais, moi, je trouve je vais pas dire un laisser-aller, mais en tout cas, il y a une certaine exigence. On est en droit d'attendre de la Première Ligue, de parce que c'est un championnat, moi je pense, au-dessus des autres. Je pense que c'est un championnat aussi où tout est mis en forme pour que ce soit attrayant, que ce soit au niveau des stades, que ce soit au niveau de la manière dont c'est filmé, des pelouses, etc., etc. Euh, L'arbitrage doit en faire partie. Si jamais on a un arbitrage qui est pas attrayant, ça peut être de fait une situation qui va sur le moyen long terme, faire que ce sera un championnat qui sera décrié au moins pour ça.
Et là, cette année, moi, je trouve que le parallèle que je peux faire, c'est par rapport au match de Champions League. J'ai vu beaucoup de matchs de Champions League d'Arsenal où, globalement, je trouvais que l'arbitrage était très, très cohérent. Notamment par le double de notre attaquant belge, où je l'ai trouvé plutôt bon sur les matchs où il était en Champions League. Donc voilà, effectivement, pour le coup, sur cette action-là, je vais me la retrouver, hein, mais En gros, c'est sur cette ballon sur le action-là, côté gauche, Martinelli qui a le ballon et comment il s'appelle encore ce naze là? non, Norgard. regarde. Nørgaard qui arrive par derrière et qui le fauche, qui touche pas le ballon, etc. Ça peut être assez, Mais assez dangereux, mais Ah oui, voilà, c'est bon, je après, l'ai. encore une fois, de façon générale, et on voit, c'est pour ça que je ne vais pas faire un focus sur Arsenal, mais il y a quand même des choses cette année qui, au niveau de l'arbitrage, notamment sur, je prends l'exemple de Van Dijk, qui, je pense, mérite à peu près 3 ou 4 rouges dans cette saison et il ne les prend pas. Alors après, il y a un petit peu l'impunité du futur champion. Ça me dérange un petit peu, mais aujourd'hui, avec tous les moyens qu'il y a, quand on voit que la VAR, elle peut être utilisée ou ne pas être utilisée, on prend l'exemple du rouge de Lewis Kelly contre Wolverhampton, Mm. que la VAR ne soit pas utilisée pour dire à l'arbitre, attends, mec, t'es en train de t'enflammer tout seul, ça mérite à peine un jaune, ou inversement, quand il y a un jaune, qu'on dise pas, attends, viens voir là, parce que c'est très dangereux. Voilà. Je trouve que cette année, moi, l'arbitrage au sens large en PL me semble un petit peu décevant. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, Nico, après, je ne vais pas faire un dossier arbitrage, hein, voilà. non, Mais mais j'espère vraiment que mercredi, on pourra avoir et on pourra ressortir ce que tu viens de dire, Nico, en disant que l'arbitrage en Ligue des Champions est cohérent. Voilà. Moi, c'est un des mais facteurs Raoul, dont j'ai un petit peu peur mercredi aussi, tu vois. sans Oui, faire, sans faire de clubisme ou de supporterisme, on sait qu'il y a un gros débat en Angleterre par rapport à ça. Ça fait déjà un petit moment. Il y a quand même un gros phénomène de starification des Ouais. arbitres en première ligue. Par exemple, maintenant, ils ont un show qui est sur, je sais plus si c'est Sky, où tu as Michael Oliver et Howard Webb qui revoient chaque semaine les dossiers un petit peu, pas problématiques, mais les décisions un petit peu tendues qui se sont litigieuse, ouais. passées. Voilà, donc tu as un TV show juste là-dessus. Je crois que c'était la saison dernière. On a quand même les plus gros arbitres de Première Ligue qui sont allés arbitrer aux Émirats, à Abu Dhabi en particulier. On sait que Abu Dhabi est propriétaire d'un club de Première Ligue. Ça a posé débat aussi. On sait qu'il y a la majorité des arbitres de Première Ligue qui sont originaires du nord de l'Angleterre, du nord-ouest. Hein, et si on regarde un peu la carte anglaise, il y a deux villes du nord-ouest qui sont l'une à côté de l'autre. Après, peu importe, hein. Par exemple, Michael Oliver n'est pas un supporter de Liverpool ou de Manchester, c'est un supporter de Newcastle. Un Différent. vrai Il y a ça supporter. aussi. Mm. On sait que depuis qu'ils ont mis la VAR en place, il y a eu un scandale, je pense que c'était il y a 2 ans, où il y a eu une décision litigieuse qui a été faite par la VAR et où l'arbitre qui était à la VAR reconnaissait qu'il n'a pas voulu mettre en péril la réputation de son copain qui était arbitre sur le terrain en lui disant, écoute, là, tu t'es peut-être planté, viens regarder ce qui se passe. Ça, ce sont des choses qui sont avérées. Ça, ce sont des choses qui sont avérées. Alors, on y est plus sensible cette année parce que on a eu beaucoup de décisions, de décisions comme ça contre nous, alors que je pense que dans les saisons précédentes, 22, 23, 23, 24, on a eu un nombre de cartons rouges. Je pense que je crois qu'on en a eu un dans la saison. Je crois que c'était Fabio Vieira l'année dernière. C'est Ouais. tout. Donc là, c'est vrai que cette année, là, on le ressent, nous, en tant que supporters d'Arsenal, beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est vrai que la discipline de l'année dernière avait été soulevée comme étant un point fort qui nous avait permis de lutter pour le titre jusqu'à la dernière journée. Euh, Messieurs, avant de basculer vers la deuxième mi-temps, je voudrais juste voir avec vous, globalement, dans cette première mi-temps, quelles ont été vos déceptions, s'il y en a eu côté Gunners. Euh, Moi, ça aurait pu faire l'objet justement de mon coup de gueule, là, au moment du Mont Passion. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur Martinelli.
Moi, pour moi, c'est une déception pour moi Ok, sur cette première mi-temps. d'accord. Mais Ben, voilà. alors, ouais, moi, Martinelli, j'ai trouvé aussi parce que vite, enfin, à la mi-temps, j'ai vu sur Twitter des comparaisons Trossard-Martinelli. Moi, je trouve pas que Trossard, je suis pas fan particulièrement de Trossard, mais je trouve que Trossard a pas fait une première mi-temps très mauvaise, alors que Martinelli, j'ai trouvé ça très compliqué. Ok, J'ai alors tu trouvé ça vois, et très compliqué. inversement, et très honnêtement, mais sans côté, en enlevant le côté affect ou quoi que ce soit, moi, la première mi-temps de Trossard, si t'enlèves ces deux frappes Ça à frappe. la 44e ou sa frappe à la Mhm. 44e, 45e minute là qu'il fait, j'ai trouvé sa mi-temps dégueulasse. Ah ouais. Ah, moi, Parce j'ai que, trouvé en fait, volontaire. J'ai trouvé. Ouais, moi, il a été mangé. En fait, Trossard, il a été mangé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à mon avis, que notamment Merino a pris le lead et que c'est lui qui est passé en pointe plutôt que Trossard. Dans l'impact physique, Trossard, il s'est fait bouger oui. par les défenseurs centraux Mais, systématiquement. Après, Trossard, Ah la oui, mais frappe attends, qu'il fait. regarde qui il a en face de lui. Il Ah, bah, avait Collins en face de lui. Je crois que le mec, il fait 1m92. ah ouais, bon. Et c'est pour ça Pardon. il redescendait souvent plus bas. Et je trouve qu'il allait du côté de Martinelli. Il lui donnait des solutions. Et moi, comparé à Martinelli, j'ai trouvé qu'il en faisait beaucoup plus, en tout cas. D'accord, donc votre ouais, déception, si la première mi-temps, pour vous, c'est Martinelli. Ok, j'entends, j'entends. ouais, Après, plutôt, ouais. y a aucun problème, hein. On peut ne pas avoir les mêmes déceptions. Voilà. Mais j'entends bien que Martinelli va être un flop dans ce Oui, tu match. l'entends bien. Tu l'entends, tu l'entends. Eh ben, on n'ira pas jusqu'au flop. Allez, bonne journée, messieurs. Allez, on bascule sur la deuxième mi-temps, messieurs. Allez, Et c'est parti. Et du coup, cette deuxième mi-temps, on n'a pas de. Au retour des vestiaires, il n'y a pas de changement. Deuxième mi-temps que j'ai vraiment vu en pointillé, messieurs, donc je compte sur votre altruisme et votre expertise pour m'accompagner dans ce débrief. Ce que l'on peut dire, c'est que je crois que entre le moment où la deuxième période commence et le but, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. exactement. Mais on peut peut-être parler de ce but du coup qui arrive donc à la 61e minute de jeu, puisque c'est un corner tiré côté gauche de notre défense, on va dire ça comme C'est ça. ça. Euh, Corner rentrant, belle sortie de Raya. Et encore une fois, je le souligne parce que dans ces cas-là, j'aime bien. Et qui va faire une relance courte à la main sur Declan Rice. Alors, on peut saluer la relance rapide. Je trouve que à la base, c'est pas vraiment un cadeau le ballon qu'il lui met parce que Rice il est Ah, directement pressé et que c'est le contrôle de Rice qui va permettre d'éliminer son défenseur direct qui vient sur lui, qui fait la différence et qui permet à Rice de remonter tout le terrain balle au pied. La remontée de Rice, c'est un cas d'école à montrer partout dans les écoles de foot. C'est-à-dire qu'il fixe, parce que c'est un 3 contre 2 finalement que l'on joue. Il a Partey à sa droite et je me demande si c'est pas Trossard à gauche. J'ai un petit doute. Trossard, Martinelli, je sais plus, Ouais, ouais, un mais des il deux. fixe la défense. Et en fait, au moment où la défense s'arrête pour faire un recul frein et pour obliger Rice à faire quelque chose, il va venir décaler Thomas Partey, qui l'aura accompagné jusqu'au bout. Et Partey, d'une frappe du droit, trompe le gardien. Alors après, l'angle, au début, je me suis dit, tiens, mais la lucarne opposée est magnifique. Et après, il y a des angles où je me dis, en fait, la balle, elle passe quasiment, j'ai l'impression, au-dessus du gardien. Mais en Je... fait, il vise sa tête. Il vise la tête du gardien, il Ouais, vise à on est hauteur d'accord qu'elle est d'épaule. quasiment au-dessus Ouais, du ouais. gardien, quoi. Mais Voilà. c'est parce que c'est super. En fait, il met un bon plat du pied hyper fort. Il vise juste à côté de sa tête. Et je pense que c'est hyper difficile à arrêter ça pour le gardien. Ah, Euh, t'es dans un c'est espace où ça, finalement, tu as déjà les mains déployées, donc c'est pas exactement. forcément. Mais en tout cas, un vrai but d'école sur une transition rapide, euh, bravo. Alors après, on voit que le caméraman se focalise un petit peu sur Raya qui vient faire des câlins sur le bon par rapport à sa relance rapide. Mais moi, si je devais attribuer
un pourcentage, on va dire, de réussite ou comment dirais-je, euh, d'interaction D'implication. sur ce but-là ou d'implication, waouh, sur ce but-là, je vais mettre peut-être 10 Raya, je vais mettre 20 Partey et le reste à Rice. Tant le contrôle qu'il fait, Rice le met dans une position mais optimale pour aller remonter le terrain et que il la donne ni trop tôt ni trop tard. Il met pas son coéquipier en difficulté en disant attention, tu vas être hors jeu. Partey joue très bien le coup, mais franchement cool et ça fait 1-0. Voilà. Ouais, Ouais, tout à fait d'accord. Moi, je trouve que le boulot de fixation qu'il fait sur la défense Rice est superbe. Et comme tu le dis souvent, on a ce genre d'action et le timing n'est pas spécialement bon. Là, le timing est bon. Et je pense que Partey, ça doit lui arriver tellement pas souvent d'être dans ce genre de position qu'il n'a pas réfléchi, il a tiré direct. Ça aurait été inverse, peut-être que, il aurait un peu plus il aurait réfléchi feinté. et qu'il aurait feinté, qu'il aurait, bah, ou Ah, Martinelli peut-être pareil, hein. je Et m'excuse du de coup, c'est t'interrompre, super. Ouais. Jonathan, mais Avert ou même Saka, hein. Je pense que Saka, lui, il contrôle et il revient sur son pied gauche, hein. Ah, tu crois? Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super instinctif, en tout cas. C'était, Hmm. bah, Saka, on le verra en fin de match, que justement, l'instinct, il l'a pas eu. Ah, pas du Parce tout que, même. Ah oui, oui, bah, on Oui, parle, à mon enfin, avis, de la même oui, oui, occasion. absolument. Ah ouais, que Et j'ai donc, vu. mais c'est pas le même setup du tout, mais c'est le même genre de déclic mental où, enfin, tu te poses pas la question, boum, tu hmm. frappes. Et là, pour le coup, c'était bien, très bien joué. Mais sur cette Spontanéité. action, sur cette action, moi, Raoul, moi, j'en attribue un petit peu plus de crédit à Raya quand même. J'ai vu ça à ta Euh, tête, Nico. Mais euh, ok. Non, en fait, c'est Vous que aurez compris que je suis pas anti-Raya aujourd'hui, hein, pas du ah tout, non, non, hein. non, 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 du tout. Non, non, c'est pas du tout le sujet. Moi, sa prise de balle, elle est très bonne. On va pas refaire le débat sur des sorties aériennes de Raya. On avait déjà eu un podcast là-dessus. Mais moi, là où quand tu dis sa relance, elle est un peu courte, ou je sais plus comment t'as dit. Mais moi, je Non, la j'ai dit trouve. c'est une relance courte sur Rice, mais Ouais, je dis juste que la relance à la main c'est pas un n'est pas cadeau, c'est ça? décisive dans le sens où c'est pas un cadeau parce que Rice, il est de Mm. trois quarts, Ouais. il est orienté d'une façon où il voit son adversaire venir sur lui et que potentiellement, s'il fait pas le bon geste, le bon contrôle orienté, ça peut être dans le cas inverse, une balle perdue Oui, très rapidement et devenir une mais occasion pour Brentford. C'est juste ça que je veux dire, tu vois. ouais, mais ce que j'aime, moi, ce que sur cette action, ce que j'aime beaucoup, évidemment, la remontée de balle de Rice, la manière dont il fixe la défense. Là, en ce moment, je sais pas si vous suivez, il y a la Kings League qui est lancée avec des 2 contre 2, 3 contre 3, etc. Bon, des points des fixations, on voit ce que ça donne à des niveaux inférieurs, c'est cata. Là, on voit qu'à des très hauts niveaux, il n'y a pas débat, mais moi sur la relance de Real, moi ce que je souligne, c'est en fait c'est sa vision de jeu. Devant lui, il a des joueurs de Brentford en fait qui le coupent en fait de sa vision de jeu, et malgré tout, il arrive au milieu de tout ça à trouver le bon espace, à trouver le bon angle pour effectivement lancer Rice. Et moi je trouve que sa relance, elle est pas impressionnante, mais en termes de vision de jeu, elle est exceptionnelle parce que vraiment à ce moment-là, il a rien vraiment qui lui permette de bien voir en fait les joueurs de Brentford font ce que tout fait toute équipe, c'est-à-dire qu'ils essaient de gêner sa relance en le poussant, en le bloquant, etc. Et moi, c'est ce que j'aime bien chez ce gardien, c'est que je trouve que globalement, sa vision de jeu, elle est relativement bonne, voire un peu plus sur l'année. Donc moi, sur cette action, effectivement, c'est un but que je trouve hyper agréable à voir parce que c'est pas forcément toujours ce qu'on a l'habitude de voir avec Arsenal sur Ah, cette année. clairement pas, ouais, ouais. C'est une En- transition, ça se passe très rarement. Mais on avait marqué un but comme ça, je crois, la saison passée, avec une relance de Raya, où je crois qu'entre le moment où Raya récupère le ballon et le moment où on marque, il s'était Oui, passé, je crois, 13 secondes pour c'est passer ça, d'un côté à l'autre. Et c'était un peu le même genre de scénario. Et enfin, ouais, c'était parti sur le côté droit aussi. exactement. En tout cas, on va pas bouder notre plaisir. Ça fait 1-0, c'est plutôt cool. Dans la foulée, il va y avoir trois changements Mm. avec les entrées de Saka.
d'Odegaard et de Lewis Kelly à la place de Nwaneri, Zinchenko et Tierney. Nwaneri qui d'ailleurs a été encore une fois pour moi assez décevant Entièrement d'accord. dans l'heure de jeu qui lui a été donnée. De voir Saka jouer de nouveau une demi-heure, pour moi, il y a rien de choquant. De voir Ødegaard rentrer enfin, il n'y a rien de choquant non plus. La question aurait été, et reprends ce que tu disais, c'était toi, Jonathan, je crois. Pourquoi tu fais pas sortir à ce moment-là Rice et tu décales Zinchenko en 8 pour faire aussi souffler un petit peu Rice, qui est l'atout numéro un actuellement des Gunners. Et l'entrée de MLS pour Tierney, j'étais, je vous l'avoue, un peu plus surpris. Parce que Tierney, pour moi, Oui, il fait une belle tout à rencontre. fait. Je pense il est pas rincé et que je suis pas sûr que MLS ait vraiment besoin de temps de jeu ou que sais-je. Donc, Non, et surtout que je pense que c'est un joueur qui a besoin de motivation, MLS. ouais, voilà, C'est-à-dire ouais, que le ouais. faire Tu vois, et rentrer puis sur un après, je match me comme dis, ça, tu veux le faire rentrer. À la rigueur, sors Martinelli, tu pousses Tierney un peu côté gauche, un peu plus haut, tu vois, ouais, par pourquoi exemple. pas? Mais tu vois, Pourquoi pas? Raoul, c'est marrant que tu dises ça par rapport à Nwaneri qui a fait un match un petit peu transparent. T'avais dit que quand Saka reviendrait, Nwaneri, on le verrait plus. Et là, c'est quand même dommage parce que il a la possibilité, il a le temps de jeu Ah, bien sûr. et Et il utilise. Ah, je et suis la d'accord. chance n'est pas saisie. Il saisit C'est pas sa dommage. chance. Entièrement d'accord. En fait, il va donner raison à Après, on peut pas Arteta. s'attendre. On peut, enfin, je pense que MLS s'est construit tout seul Ouais. sa place de titulaire pour cette fin de saison et pour l'année prochaine. Nwaneri aura toujours sa place de remplaçant de luxe, hein, de toute façon. Mais là, il y avait l'occasion vraiment de marquer des points et de venir poser des questions, en tout cas. Ouais, moi, je suis pas spécialement d'accord sur ces deux cas-là. Je pense que c'est des joueurs qui sont effectivement pétris de talent. Forcément, on a un regard un peu sentimental quand on les voit parce que ils font partie de l'académie. On a envie de les voir exploser au plus haut niveau, un peu comme un Saka a pu le faire. Mais il faut pas oublier qu'ils sont très, 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 très jeunes. Ils ont des talents, enfin, ils ont un talent vraiment dingue. Mais il faut les laisser aussi arriver. Moi, je trouve qu'MLS, il fait des très bons matchs. Ce qu'il arrive à faire, c'est une sorte en plus de truc hybride sur l'arrière gauche qu'aimerait Arteta, qui arrive à rentrer un peu intérieur, mais pas trop, prendre le couloir aussi. Enfin, c'est le stéréotype de ce dont on a besoin. Mais par contre, faut pas oublier qu'il a des trous d'air, mais enfin, énormes. Et par rapport à ça, il faut aussi lui laisser le temps d'apprendre. Alors, sur un rôle de titulaire, faute de mieux, de toute façon, à la fin de la saison, oui. Sur l'année prochaine, pour commencer, pourquoi pas, mais il faut une concurrence. Il faut une concurrence pour lui. Mais la concurrence, on l'a, mais le problème, c'est qu'on a, C'est les blessures, ouais. on a un mec. Alors, j'ai vu sur Twitter qu'il avait été surnommé Jar Jar Binks de Star Wars. Et je trouve que Calafiori, c'est tout à fait ça. C'est la fougue, il court, il y va, et boum, il se pète. Ouais, Il faudra voir refait. l'année prochaine. Et ouais, mais bon, enfin, on savait qu'il y avait déjà un petit doute quand on l'a recruté parce qu'il s'était Oui. blessé très gravement quelques années avant. Ouais. Bon, là, c'est pas une blessure comme Timber où tu te fais les croisés, t'es out pendant 9 mois et terminé. Non, là, c'est juste un problème de consistance, quoi, de régularité. Après, tu Ouais, vois, mais Nico, tu je vois, pense que on est d'accord que vas-y, vas-y, vas-y. vu la jeunesse des joueurs, il faut leur laisser le temps, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, tu vois quand même qu'il y a deux trajectoires complètement différentes entre Lewis Kelly et Nwaneri. À savoir que Lewis Kelly va faire de très bons matchs avec quelques trous d'air et que sur les dernières rencontres de Nwaneri, il va faire des matchs plutôt moyens, voire assez insignifiants pour les Ouais, derniers ouais. matchs qu'il a joués ou les dernières heures de jeu qu'il a joué, avec de temps en temps quelques fulgurances, tu vois. Et ce qui est bizarre, c'est que autant Lewis Kelly à son poste, alors où pour le moment il y a moins de concurrence, mais c'est un jeune qui se pose aucune question et qui, même quand Calafiori est apte, même quand
Zinchenko potentiellement aurait pu prendre sa place ou que sais-je, mais il se pose pas de questions. Et tu vois que Nwaneri, en fait, je vais pas dire déclin, mais sa baisse de Ah forme non. coïncide avec le retour de Saka. Oui, mais Tu aussi, vois, et donc faut pas. c'est deux mentalités Là, un petit peu différentes. Mais après, je ne tire pas, moi, je suis pas en train de dire, et encore non, une fois, hein, non. je suis pas en train de dire, ouais, Nwaneri, Non, non, tout à fait, ouais. on compte pas dessus. Je trouve juste que pour un joueur qui doit saisir sa chance et qui doit probablement dans sa tête et en interne revendiquer du temps de jeu, etc., ben force est de constater que sur les deux dernières rencontres de championnat où il a eu deux fois une heure de jeu en tant que titulaire, il ne saisit pas sa chance. C'est juste ça. Carrément. Mais par contre, faut pas oublier, Nwaneri, il a un parcours assez particulier. Il est mis en avant très, très tôt. C'est pas le cas d'MLS. MLS, c'est plus facile de pas te poser de questions quand tu arrives en n'ayant aucune attente derrière toi et que tu bénéficies d'une situation qui t'est favorable. Et là, tu te dis, bon, bah, let's go, la chance d'une vie, je donne tout. Nwaneri, ça fait un moment qu'on le met en avant, plus jeune joueur de première ligue ou presque, Mm, à avoir été joueur, enfin, à être entré, pardon. Voilà, je pense que de fait, c'est quelque chose qui crée une différence entre ces deux parcours. Faut qu'ils digèrent ça. Moi, j'ai pas d'inquiétude pour l'un et l'autre. C'est juste que par contre, les installer, il faut qu'ils soient dans la rotation, ils le seront. Il faut juste que par contre, on n'oublie pas de compter sur eux, comme ça a pu l'être le cas sur une période où on manquait Odegaard, par exemple. mm. Bon, c'est un vieux débat maintenant, mais voilà, faut que l'année prochaine, si possible, ils retrouvent des numéros qui les mettent aussi dans un rôle de rotation titulaire. Enfin voilà, on a besoin d'eux, et ils vont progresser, mais il y a du progrès à faire, clairement, pour l'un et l'autre. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec Nico, ce que tu dis. Mais alors, en plus de ça, MLS, sa concurrence, c'est quand même des joueurs, Tierney, Zinchenko, qui sont aussi un petit peu en partance, hein. Il n'y a que Mhm. Calafiori qui a été recruté dernièrement. Nwaneri est quand même en concurrence avec Saka. Donc, c'est quand même au niveau de ce que tu as à côté de toi. Enfin, Saka Odegaard, t'as quand même voilà, le Starboy et le capitaine, hein. Donc, bon, c'est ça. c'est pas la même chose. Alors, on continue dans les changements. 69e, Partey qui laisse sa place à Timber. D'ailleurs, je crois qu'en conférence de presse, Arteta a dit que Partey avait ressenti quelque chose et qu'il avait préféré le sortir, Mm. mais qu'au moment où Arteta parlait, il n'avait pas encore pu échanger avec les docs. Donc là, forcément, messieurs, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, que ça va être un de nos fils rouges jusqu'à mercredi prochain, à savoir C'est sûr. quelle est la nature de la blessure ou de la contrainte ressentie par Partey, parce qu'il a été énorme face à Madrid. On en a peu parlé, mais il a été vraiment, vraiment très, très bon. Donc 69e et 74e, l'égalisation de Brentford sur un nouveau corner de Mbeumo qui est sorti de la tête par Rice, je crois. Ça Oui. revient. Il y a Kayode qui vient de nulle part, qui passe dans le dos d'Mbeumo, qui lui met en décalage. Centre de Kayode au deuxième poteau. Et là, c'est c'est assez significatif et assez rare pour être souligné. Il y a Saliba qui perd son duel de la tête face à je sais plus qui. La balle revient et Collins, oui, Collins, c'est merci Jonathan. Ouais. le défenseur géant, ça. Ouais, mais en tout cas, duel perdu, la balle revient non pas dans les pieds de Wissa, mais Cafouillage. derrière Wissa, on va dire, et d'une frappe en pivot, il vient trouver Raya qui, pour le coup, alors j'ai regardé vite fait le résumé de la deuxième mi-temps là, de Canal, et il y a Christophe Lolichon qui dit que je- moi, quand je vois le but, je me dis, Raya, il est un petit peu perdu, je sais pas, il y a un truc qui m'interpelle, mais je ne sais pas Il quoi. y a une, Et je vois que Christophe Lolichon revient dessus en disant que Raya, je ne sais plus comment il l'explique, mais visiblement, je vais pas dire qu'il a une part de responsabilité, mais il y a peut-être il peut moyen mieux faire, de quoi. faire autre chose. Voilà. En tout cas, ça fait un partout à la 74e. Tout est à refaire côté Gunners. 76e, la sortie de Rice pour Merino. Et 77e, je crois que c'est le dernier truc que je me suis noté d'ailleurs, messieurs. 77e, il y a ce ballon
volé par, Saka. par Saka au gardien qui sait pas trop ce qu'il fait. Et là, je pense que c'est un peu la balle de match où Saka manque, je trouve, de spontanéité parce que il y a la place pour frapper dans un but qui, Direct. sur le moment, est assez vide. Et en fait, il va se faire reprendre par un défenseur de Brentford, je sais plus qui, finalement, on s'en fout. Mais et ça donnera un corner. Et je pense que, ouais, il a manqué sur cette occasion-là, je trouve qu'il a manqué de simplicité. Euh, pour donner l'avantage et nous donner les 3 points de la victoire. Moi, je me suis rien noté d'autre, messieurs. Je ne sais pas si vous avez un fait de jeu sur lesquels vous voulez encore revenir. Ben, moi, ça, on en a parlé un peu plus tôt, et moi, ce qui m'a fait peur, c'est la sortie de Jorginho touché à la poitrine. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, mais où il dit clairement à la 85e out. Ouais. Et là, je me dis, waouh, il reste encore 10 minutes à jouer, à 10 contre 11, et je t'avoue que je sentais Brentford mettre pression à bloc et qu'on encaisse un but dans les dernières minutes. Bon, pour le coup, ils n'ont pas été plus dangereux que ça, mais je l'ai pas senti très bien en tout cas. Bon, Non, ça alors, avait l'air de leur convenir, le je vais match être un petit nul, peu pour le méchant, mais coup. je préfère Jorginho à Rice, quoi. Tu vois, Oui. Peu importe, moi c'était le coup qu'on n'ait rien fait pour le mériter une fois de plus Ouais, ouais, et bien qu'on se sûr. retrouve alors qu'on est à un moment où bon bah alors Brentford ils sont 12e au classement, ils sont un petit peu loin de l'Europe, ils l'auront pas, donc ils sont un peu dans une situation bon ils ont pas relégation c'est pas un Ah oui, problème. non, ils sont vraiment en roue libre là maintenant sur la fin Voilà, de saison. ils travaillent pas pour grand-chose. Thomas Frank, que j'aime beaucoup, s'il a un nul à l'Emirates, il était content aussi. Et ouais, ça satisfaisait tout le monde. Donc, C'est d'ailleurs on s'en ça est qui est un bien petit peu tiré là-dessus. C'est un petit peu ça d'ailleurs que moi j'ai regretté dans cette rencontre-là, messieurs. C'est que en fait Brentford est dans le Le manque ventre mou d'enjeu. du championnat. Alors non pas le manque d'enjeu, mais le manque de entre guillemets d'ambition dans le jeu. C'est-à-dire que Brentford, tu l'as dit toi-même, ils ne descendront pas. Je veux dire, Leicester et Southampton, ils sont dans la charrette et ils reviendront pas. À voir côté barragiste, mais et joueront pas l'Europe. Je crois qu'ils sont plus dans les coupes non plus. Donc, de dire, OK, on est 11e, 12e, on va à l'Emirates, on va bien défendre et on va essayer. Sauf que Brentford, en début de saison, c'était quand même une équipe qui était assez chiante à jouer, notamment à la maison, et qui avait des atouts à faire valoir, notamment avec ses attaquants. Et je trouve que c'est dommage quand tu ne joues plus rien, en fait. Alors, tu vas pas pour prendre une valise, mais pour peut-être déjà préparer la saison prochaine, pour essayer des choses, pour jouer libéré. Parce que là, quand t'as pas de pression, franchement, vraiment, il n'y a rien de mieux pour jouer libéré que quand tu joues sans pression, quoi. Vraiment. Donc, petit manque d'ambition. Euh, de façon globale, sur la deuxième période, j'ai perdu le fil parce on vient de parler de Saka. Je voulais revenir sur Non, un joueur, mais je ne sais plus lequel maintenant. Merde, merde, merde. C'est pas très très grave. Ça fait un partout. Score final. Euh, C'était pas une purge, mais c'était pas un grand match non plus. Heureusement qu'il y avait aussi un peu cette première période assez consistante, en tout cas assez cohérente. Les yeux sont forcément maintenant braqués sur mercredi, sur le déplacement à Madrid. On va forcément, messieurs, venir sur les flops Flop. et les tops. Alors, déjà, je connais un de vos flops. Alors, je vais Ah, je quand suis même prêt vous. là. Je suis prêt à dégainer là, c'est bon. Bon, ok, on met une règle, on parle pas de Martinelli. Non, non, c'est pas possible. Là, j'ai un mini-paragraphe là, des screenshots. Ok, bah du coup, vas-y, t'es chaud patate. Ah si, non, non, bah c'est pas grave. Je voulais juste qu'on fasse, parce qu'on a Nico avec nous, on a le fan numéro un de Martin Ødegaard. Euh, Comment tu ouais. vis la traversée du désert du capitaine en ce moment? Ah, mal, C'est un mal, peu compliqué, hein? c'est ouais, vraiment la mort dans l'âme que je le vois errer sur ce terrain. Tu vois, t'as ton fiston Martinelli, moi je veux bien adopter Odegaard, effectivement. Non, non, c'est un peu compliqué et le point que faisait Jonathan tout à l'heure est assez juste, c'est-à-dire que bah, c'est jamais complètement nullissime.
Il y a des fois des phases où tu te dis, ah, ça c'est bien, etc. Mais c'est trop rare. Et il nous a pas habitués à ça. On avait l'habitude de le voir faire pendant des matchs et enfin, de longues minutes, plusieurs propositions. Alors, on peut voir, peut y avoir des explications à tout ça. Vous parliez tout à l'heure que bah, dès qu'il y avait une situation peut-être qui se compliquait dans un match, on le voyait comme une chape de plomb qui lui tombait dessus, etc. À cette remarque-là, j'ai une lecture aussi qui peut être de dire, bah, il n'y a plus d'attaquant. Il voit qu'il y a son Saka White enfin son trio là qui est Mm. cassé. Et j'ai l'impression qu'en fait, lui, il se dit, waouh. En plus, quand il a été blessé, on voyait que ça marchait pas trop bien, donc il était attendu. J'ai l'impression que bah, c'est un joueur, il peut pas endosser en fait toutes les attentes qu'on a envers Arsenal actuellement. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'à la limite à Saka, ça lui glisse un peu dessus, en tout cas aujourd'hui. Mais je trouve qu'Odegaard, lui, il a besoin que ce soit un collectif autour de lui. C'est-à-dire qu'il a besoin de s'appuyer sur des joueurs qui sont un peu plus mis en avant que lui. Il a besoin d'être discret. Et j'ai un peu ce sentiment-là où là, et de toute façon, il n'a pas le choix que d'être devant, parce que c'est le capitaine, parce que c'est le seul joueur qui peut provoquer du jeu. Et c'est un peu comme ça que j'ai cette lecture-là. Après, forcément, bah voilà, il est orphelin comme tout le monde d'Havertz, Saka pendant une longue période, White, etc. Mais après, je pense que ça va revenir. Et tu C'est vois, c'est une Nico, année qui va être longue pour tout le monde. je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, moi j'ai l'impression aussi, et là je tire pas, c'est pas une balle perdue, hein, mais qu'il est un petit peu responsable de sa méforme. C'est-à-dire que quand tu as un joueur qui pue le football comme lui il pue, parce que ces mecs-là ils puent le football, Ouais, ouais, ouais. voilà, euh, tu dois être en mesure de comprendre et d'adapter ton jeu. C'est-à-dire que on peut parler de collectif, de gestion de la pression, etc. Mais à un moment donné, factuellement, quand tu regardes les matchs de garde, ces dernières semaines, ces derniers mois, je trouve qu'il est à contre-courant de ce que demande le jeu. C'est-à-dire que quand le jeu nécessitait une accélération ou un jeu rapide vers l'avant, il faisait ses phases de jeu où il faisait 15 touches de balle, où il tournait sur lui-même pour ressortir, ou etc. Et inversement, quand il fallait temporiser, c'est là qu'il allait chercher des balles en profondeur qui étaient souvent perdues. Et là, alors j'ai une phase de jeu que j'ai vue en deuxième période, mais qui est complètement anodine et ça n'a rien donné. Mais à un moment donné, je le vois récupérer la balle dans nos 30 mètres, porter la balle, se projeter rapidement balle au pied vers l'avant et venir décaler. Je crois que c'était Partey qui avait fait l'appel de balle de Oui, mémoire au Nwaneri. Et oui, en fait, oui. quand j'ai vu cette occasion-là, alors que ça n'a rien donné derrière, mais je lui dis, en fait, c'est ça qu'on demande. C'est-à-dire qu'à un moment Oui, donné, oui, c'est ça. tu vois, joue simple. Et quand le jeu demande aller vers l'avant vite, eh ben projette-toi. Projette-toi. Alors que les derniers matchs, il aurait fait peut-être ses contrôles, il aurait fait extérieur, je tourne en rond, je fais un 180 ou un 360 sur moi. Hop, je refais un 360 de l'autre côté, je ressors avec, je sais pas moi, avec Rice, avec Saliba, avec Kivior, je redemande le ballon. En fait, simplifie pardon, ton jeu. Et je trouve que ce que moi je peux lui reprocher, c'est cette non, alors excusez-moi du terme, mais non adaptabilité au jeu qu'un joueur comme lui doit comprendre dans le jeu. Voilà, Mais c'est juste ça. moi, Raoul, je suis très pro Haute-Garde aussi, et je pense que la Mais on saison l'est tous, dernière, Jonathan. On est vraiment tous pro de garde. la saison dernière, il a mis la barre tellement haute que là, c'est vrai c'est difficile d'arriver, de comprendre ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est sa prise de décision qui est pas. T'as l'impression qu'il sait pas trop quoi faire, donc il dit, bah, je vais la garder un peu plus. Peut-être que va y avoir un décalage qui est possible, et en finale, il garde le ballon trop longtemps, et c'est trop tard, quoi. Parce qu'il n'a pas de proposition, il a moins de propositions. Alors Peut-être, ça je trouve, Nicolas, absolument, excuse-moi, mais je trouve que ça, ce n'est pas lui rendre service que de dire simplement il n'a pas de solution. Parce que quand Ah, tu c'est regardes les matchs, franchement,
il a des solutions, sauf qu'il faut aussi Ouais. accepter qu'à un moment donné, il est parfois à contre-courant du jeu, c'est tout, Non, tout mais bien simplement. sûr, non, non, il y a pas de problème. Effectivement, Alors, il est il n'a moins pas bon, mais moi, je forcément trouve toujours les solutions, il a moins de solutions, Raoul. mais Il a moins de solutions, frérot. je sais plus quel match il a joué avec Nwaneri, et justement, je l'avais souligné d'ailleurs dans le débrief, où à un moment donné, quand Nwaneri venait lui faire lui proposer une solution en demandant la balle dans les pieds, Ødegaard cherchait la profondeur, et inversement, quand Nwaneri demandait dans la profondeur, c'est là qu'il faisait toutes ses touches. Alors après, Hmm. on sait que dans le football, le porteur du ballon est maître de la décision qu'il fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un joueur fait un appel de balle qu'il faut lui la mettre. Mais en tout cas, il y avait des solutions. Je pense juste que il doit simplifier son jeu et j'espère vraiment que le retour mercredi à Madrid, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va avoir un bon, voire un très bon Ødegaard. On espère. Messieurs, flop top, on y va? Parce que là, Jonathan, je sens, je le vois faire des bonds sur sa chaise, alors se Non, ça frottant les va. mains. Martinelli, j'arrive. Vas-y, Jonathan. Donc, dans tes top, Martinelli. On commence jamais par les tops, Raoul. Non, gardons la petite touche positive pour la fin. Tu as raison. Allez, les flops, c'est parti. Martinelli, écoute, Quelle précieux, surprise. précieux, précieux en défense, hein, comme à son habitude, mais je le trouve encore, moi, trop peu dangereux en attaque. Les adversaires, ils le connaissent, ils anticipent ses dribbles et ses feintes, et du coup, ça marche pas. Hmm. Il touche trop, enfin, il touche souvent trop le ballon. Il est souvent en situation de un contre un, mais tellement il touche, il perd du temps, et du coup, tu as souvent Mbomo qui revenait sur lui aussi. Et du coup, il se retrouve face à deux personnes au lieu d'une. Et je sais que tu adores les stats, Raoul, donc je vais pouvoir te donner quelques stats de Martinelli. On t'entend plus, Jonathan. Donc, il a. Alors, attends, c'est quand même c'est exceptionnel, hein. Il a essayé trois dribbles, il en a réussi 0. Duel au sol, il en a eu 10, il en a gagné 3. Duel aérien, il en a eu 4, il en a gagné 0. Oui, c'est bon, c'est Donc, bon, c'est bon. écoute, Ok, si mais je peux te faire Martinelli dans tes flops, c'est bon. un, un On petit, accepte. un petit pour- un petit pourcentage là-dessus. Non, mais bon, c'est quelque chose que tu vois à l'œil et Oui, oui. après, quand tu vas voir Et les qui stats sont que tu confirmés retrouves. par les stats du joueur sur cette rencontre-là, oui. Mais pour moi, c'est vraiment la touche de trop qui fait que, au lieu d'être face à une personne, il est face à deux et les choses ne deviennent que plus compliquées derrière. Ok. Tu as d'autres flops, je suppose? Oui, j'ai Zinchenko comme flop que j'ai trouvé transparent. Ok. Je crois qu'il y a une ou deux actions, mais je l'ai vraiment, je sais pas, timide. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Alors, c'est pas. On a longtemps demandé à voir Zinchenko au milieu de terrain, Ouais, mais pas ce de la même poste-là. façon qu'il joue en Ukraine. Là, il le fait. C'est pas non plus un cadeau. Et moi, franchement, transparent. J'ai Moi, pas, pas fan. honnêtement, si je veux voir Zinchenko au milieu de terrain, je veux le voir en 8 à la place de Rice sur un match comme ça. Je veux pas le voir en meneur de jeu, en créateur à la place de Degarde. Mais bon, enfin bref. Ok, un troisième ou on s'arrête là? On s'arrête là. Allez, très bien. Nico. Eh ben, moi, j'ai les mêmes que Jonathan. Pour les mêmes raisons, je vais laisser à Jonathan sa victoire par KO face à Martinelli. Je me suis pas battu, hein. Euh... Zinchenko, effectivement, très décevant. J'attendais un peu de voir s'il proposait quelque chose. Il a servi à rien. Moi, j'ajouterais Nwaneri. Dans les flops, je suis déçu par son match. J'attendais un petit peu d'en voir et malheureusement, j'ai rien vu de très intéressant. Eh ben, moi, je vais la faire courte, messieurs. J'ai mis la ligne d'attaque de la première mi-temps. Voilà. Martinelli, Nwaneri, Trossard. Et je pense que Trossard, il y avait un balotage avec Zinchenko. Euh, Sauf que Zinchenko, encore une fois, catapulté comme ça en espèce de meneur de jeu, je vois pas l'intérêt. À ce moment-là, franchement, mets-moi Sterling à droite et mets-moi Nwaneri à la place de Degarde et voilà, par exemple. Mais voilà, on va dire que Trossard, Zinchenko, c'est balotage et c'est 50-50, quoi. Vos top, messieurs. Il y a dû en avoir quand même. Oui, bien sûr. Ah, bon, Je allez, Nico, commence. toi, vas-y, commence. Saliba, évidemment.
Saliba, multicasquette, joueur qui porte le ballon, qui casse les lignes, qui fait des ouvertures incroyables, défensivement au top, effectivement, juste sur ce ballon où il a du mal à, comment dire, attraper Collins. Il passe en duel, ouais. Donc voilà, franchement top. Puis derrière, en top aussi, Partey, Rice. Ok. Alors, Saliba Rice partait pour toi. Jonathan. Écoute, Saliba aussi. Arsenal French Club a fait un tweet avec un peu quelques chiffres que Ouais, je vous encourage à aller voir. C'était impressionnant. 80 ballons touchés, 68 passes sur 72 réussis. Bref, il y a quelques chiffres qui sont assez énormes. Et c'est bien de voir qu'il prend le lead dans l'absence de Gabriel. Hmm. Donc, super match. Rice. Rice, il a un leadership. C'est un truc de fou. Euh, L'an prochain, moi, je veux le voir vice-capitaine, ce mec-là. Exactement. Et je trouve il a un aura et il dégage quelque chose. Déjà, enfin, tu vois un mec humble et sympa, je trouve. Mais je sais pas, c'est quelqu'un qui est solaire et qui rayonne. Donc moi, j'aimerais le voir prendre un peu plus de responsabilité que ça. Progression, il prend ses responsabilités sur le terrain, c'est énorme. Et quand tu regardes, implication directe sur but cette année, toute compétition confondue, 16. 7 buts, 9 passes décisives. Top. Je termine rapidos avec Kivior, qu'on n'a pas spécialement vu, mais qui a fait le job et qui, en prenant du temps de jeu, il prend de la confiance. Il a gagné tous ses duels, Kivior, ce soir. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Donc, il est souvent dans l'autre catégorie. Donc, moi, je trouve que c'est bien de le reconnaître quand c'est là, quoi. ok. Et pour moi, pour faire simple, c'est Saliba Rice. Et j'ai aussi un ballottage 50-50 où je mettrai Kivior Raya. Voilà. Vous avez entendu, les gars? Hein. Je mets Raya. Ouais, ouais, Yes! ouais, non, ouais, ouais. C'est pour ça, ça nous a Ouais! coupé, Ouais. coupé Aya! complètement. Euh, J'enregistre. Messieurs, on arrive tout doucement vers la fin. Mercredi, big game, deux games. Déplacement à Bernabéu. Je vous avouerai que je suis franchement chaud patate depuis mardi soir. Que moi, le match de Brentford, franchement, sincèrement, je m'en foutais royalement. J'ai envie d'être mercredi soir et de voir ce qui va se passer. Euh, on va pas revenir sur le match aller, mais ça a été la masterclass de la saison, du début à la fin, avec tous les ingrédients qui étaient réunis. Mais Madrid étant ce qu'il est, et étant une bête blessée, euh, et connaissant aussi, je le pose là, mais voilà, ça sera un facteur du match, euh, l'arbitrage pro-madrilène qu'on peut connaître. J'ai vraiment hâte de voir comment va se dérouler cette rencontre-là. Et je sais plus qui le disait, c'était un ancien footballeur qui disait que si Madrid marque dans les 20 premières minutes, il voit Madrid passer. Et je pense que la clé, ça va être de très très bien défendre, et parce qu'il y aura de la place. Et que moi, je pense même qu'on est capable d'aller gagner à Bernabéu, hein. Vraiment. Hein. Oui. Mais moi, j'ai juste une chose, Raoul. Étant Dis-moi. donné qu'on n'est pas capable de faire des maillots propres, ne mettons pas le maillot Serbe contre Madrid. Si on fait ça, je vous garantis qu'à la remontada. Il ne faut pas mettre le maillot serbe. Il faut jouer tout Ressortez nu. les maillots jaunes de 2006, j'en ai rien à faire, mais arrêtons, Je arrêtons. sais même pas dans quelle C'est couleur pas on va possible. jouer parce que Madrid va jouer en Noir, blanc. noir, noir, rouge, je sais pas, peu importe. Après, donc je Mais pense qu'on mettra pas le rouge et blanc, mais je pense que ça va être le third. Hein. Mais Bah, n'importe le les indépendamment, noir, gars. ça peut très bien être le noir, hein. ça peut être le Le noir. Ouais. noir, oui, oui, le noir. Rouge et blanc, Euh, on a le short blanc, donc comme eux, je sais pas, ça va. et en attendant mercredi, les gars, j'ai pas forcément envie de bâcler cet avant-match. Donc forcément, j'ai profité de vous avoir. Vous voyez hein, quel genre de match vous voyez et surtout dans quel état d'esprit vous êtes. Indépendamment du fait que tout le monde attend ce match retour, mais est-ce que pour vous, entre guillemets, la qualif, elle est déjà là? Est-ce que vous êtes inquiet? Ben voilà, parlez-moi un petit peu de vos... Bienvenue chez Docteur Raoul. Je pense qu'il, je pense,
Je pense qu'il faut être fou pour se dire que la qualification est déjà là. Les clubs espagnols, Real Madrid et Barcelone en Ligue des Champions, on les connaît très très bien et on sait ce dont ils sont capables. En plus de ça, ils ont des individualités pardon, qui sont quand même très importantes. Kylian Mbappé, on sait ce qu'il a fait en finale de Coupe du Monde la dernière, où il avait vraiment sorti un gros gros match. Quand ils sont touchés dans leur orgueil, ces joueurs-là, en général, arrivent à remonter la pente. Et il n'y a pas que lui, il y a un Vinicius, Bellingham, tout ça. Donc il va falloir être très très prudent. Mais donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est tu blindes ta défense avec un bloc bas, tout ce qu'on aime, ou est-ce que tu continues à jouer ton jeu? Donc ça sera ça un peu le dilemme d'Arteta et à lui de trouver les bonnes solutions. Mais bon, je veux dire, on peut pas être en meilleure situation que ça, quoi. On mène 3-0, on a mis toutes les chances de notre côté au match aller. Va falloir être solide. On sait qu'on peut être solide, hein. On l'a été contre City au match aller, où on a joué, je crois, aux alentours de 55 minutes en infériorité numérique et on est quasiment reparti avec les 3 points. On peut tenir comme ça de cette façon, mais va falloir être solide. Va falloir être solide et vraiment prolonger l'enjeu le plus longtemps possible. Et qualif ou pas qualif pour toi? Oui, qualif. Allez. Qualif. Je pense tu sais, souvent, t'as pas envie de jinxer un match, tu sais, où tu as envie de pouvoir penser à tous les scénarios possibles pour être sûr qu'on ne sort pas un truc du chapeau. Là, je veux dire, la remontada, elle clignote de tous les côtés. Donc je pense que non, non, je pense qu'on va faire le nécessaire et qu'on va passer. Après, on prend les matchs les uns après les autres. On a fait la semaine dernière à l'Emirates. On en reparlera pendant des années de toute façon. Mais non, non, je pense qu'on va passer. Je pense qu'on va passer. J'espère que Partey sera fit parce qu'il a fait un gros match. Hmm. Mais oui, qualification. Dans Nico? la douleur. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Moi, comment je suis? Bah, impatient, je pense, comme tout le monde. J'ai même pas pu voir le premier match en entier, j'ai un peu loupé le match de l'année. Donc j'ai envie de voir au moins une qualification qui sera là. En revanche, je pense qu'on va souffrir. Moi, je suis pas pour qu'on bétonne. Je pense que c'est pas notre ADN. C'est C'est, pas on a faire. su le faire, mais je pense que c'est pas ce qu'on sait mieux le faire. Il faut qu'on joue. Je veux le même 11 que la semaine dernière. Moi, je pense que, pour être honnête, je pense qu'on va perdre, mais on va se qualifier. Je pense qu'on va perdre parce qu'on va encaisser un but et vu la pression qu'ils vont mettre. Par contre, on marquera. J'essaie de faire un peu de voyance. Mais après, voilà, moi je pense qu'il y a comment dire, un levier sur lequel, côté Madrid, j'ai un peu d'hésitation, si je peux dire ça comme ça. C'est que moi je pense que Rodrigo peut être déterminant dans ce match. Au match aller, visiblement, il a été assez transparent. Je trouve que c'est un joueur très surcoté, mais qui est capable effectivement d'amener passes décisives, buts et compagnie. Mais c'est le moment en fait de expliquer à Madrid que les remontadas c'est bien, mais nous on fait cette année notre comeback en demi-finale. Donc merci de nous laisser la place. Et la demi-finale c'est tout ce qui nous reste pour sauver la saison. Donc allez-y les gars, donnez tout, ça va le faire. On va souffrir, on va encaisser des buts, mais c'est pas grave, ça va passer. 1-3-1 et on passe. Alors, très égoïstement, les gars, vous savez, le seul truc que je veux pas voir, et je crois que presque quel que soit le résultat, j'ai juste pas envie d'avoir un match prolongation et tir au but, vu l'heure du match Non, et vu l'heure du réveil le jeudi matin, quoi. Tu vois, le truc bien pourri où ouais, ouais. genre ça fait, je sais pas moi, 3-0 pour Madrid, prolongation, ça n'avance pas, tir au but, il est minuit et demi, t'es éclaté. Alors si tu gagnes, forcément, ça va aider. Ça va aider. Si tu perds, alors faire un podcast de débrief à chaud à 1 heure du mat, sachant que 5 heures après, tu as le réveil qui bip, qu'il faut enregistrer, monter, publier.
Voilà, c'est un petit peu ma crainte. Mais après, oui, moi, je pense que l'on va passer, pardon. Je suis d'accord avec vous. Il faut pas bétonner parce qu'on ne sait pas le faire. Il faut faire vraiment jouer notre jeu, mais toujours en étant très très prudent. Mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir une belle rencontre parce que Madrid n'a pas été super mauvais au match aller, mais on les a tellement mangés et surtout les trois de devant. En fait, la clé, elle était là. On a bouffé Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Et on a un milieu de terrain, franchement, le milieu de terrain que l'on avait avec Partey, ben, j'allais dire le trio, il y avait Partey, Rice et Ødegaard. Mais le boulot de Partey et de Rice, ce match-là, pouah. Parce que tu sais, moi j'en ai parlé toute la semaine. Ah, je crois que tous les jours, les gens m'ont dit, alors t'es content? Oui, bah oui, je suis content, bien sûr. Et il y a plein de gens qui m'ont parlé de ce match-là en disant, ouais, mais alors, ceux qui ont regardé l'autre match, ouais, mais vous mettez deux buts sur coup franc. Ouais, mais mec, si tu regardes le match, en fait, sans un grand Thibaut Courtois, on leur met, Il y a 5. on leur met une fessée, une fessée. Et dans le jeu, franchement, on n'avait rien. Alors oui, on marque sur deux coups de pied arrêtés, mais je veux dire, le résultat est tellement logique que on méritait forcément de gagner. Alors, quand tu gagnes de trois buts d'écart, forcément que tu as un matelas taille XXL, mais voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte, hein, je suis chaud patate, hein. Vraiment, je suis. Si je pouvais poser congé et vous faire tous venir pour regarder le match dans le pub et faire le podcast dans le pub et voilà et boire bien entendu des coca, des iced tea et des oranginas, hein, puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est toujours important de le rappeler. Comme Euh, j- l'indique ta casquette. J'adorerais. Oui, c'est une des bières préférées de Richard en plus. Mais on ne citera pas de marque. Euh, Non. les notes sont sorties. Elles ont été sorties hier soir. À la fin du match, c'était Louis qui était aux notes. Je vous invite à, à aller les voir. Et bien entendu, puisque le site le permet, n'hésitez pas, vous, à apporter vos propres notations à l'ensemble de nos joueurs. On arrive sur les réseaux sociaux, donc forcément, c'est pour moi la minute de la petite piqûre de rappel, puisque vous le savez, le compte Arsenal French Club sur Facebook a été banni très injustement et surtout sans raison. Donc du coup, on a relancé une page qui s'appelle Gunners French Club sur Facebook. On est loin des 80 000 abonnés que l'on avait au moment de la fermeture de la page. Mais voilà, tout doucement, ça remonte et on ne peut que vous inviter, vous, supporters d'Arsenal, fidèles auditeurs ou fidèles suiveurs du compte Arsenal French Club à aller liker cette page Gunners French Club sur Facebook et à inviter vos potes à en faire de même, puisque on va avoir bien entendu besoin de visibilité sur cette page-là si on veut retrouver les presque 80 000 followers que l'on avait. Vous pouvez également nous retrouver toujours sur X, toujours sur Instagram, toujours les articles très 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 qualitatifs sur le site internet. Il y en a d'ailleurs deux qui sont sortis récemment. Il y a eu l'analyse d'un autre Nico qui revient sur les raisons de notre victoire au match aller face à Madrid. Et il y avait l'avant-match hier signé de mon ami Jonathan. Très bon avant-match, Jonathan. J'ai même pas eu l'occasion de partager l'article, mais comme toujours, top. Et vous allez y retrouver plein de choses. Vous allez également y retrouver notre nouvelle boutique avec les affiches dont on vous a parlé. Si vous voulez faire un petit cadeau à l'un de vos potes, si vous voulez décorer votre salon, c'est l'endroit où il faut aller pour trouver un petit truc bien sympa avec des affiches designées par notre infographiste Lucas. Et enfin, pour finir, je ne sais pas si je garde le meilleur pour la fin, mais en tout cas, c'est ce qui me touche le plus, le podcast Coup de canon avec les derniers débriefs de match. Et moi, je vous donne déjà rendez-vous, messieurs, pour ceux qui le peuvent. Alors, Jonathan, je sais qu'il sera tard pour toi, mais pour ceux qui le peuvent, nouveau space demain de 20h à 22h. On va se projeter tout doucement et faire monter un petit peu l'adrénaline et la température avant ce quart retour à Bernabéu, pardon, donc un petit space de 20h à 22h, et puis après on se retrouvera soit sur les réseaux, soit dans le podcast de débrief dès mercredi
en espérant avoir plein de belles choses à vous raconter. Il est temps, messieurs, pour moi de vous remercier de votre présence un dimanche matin. Visiblement, c'est plus facile de retrouver des gens le dimanche matin que le samedi soir. On voit qui a été sérieux hier soir et qui a été un petit peu moins. Merci de votre participation. Jonathan, merci d'avoir été là depuis ta Malaisie. Le petit coucou qui va bien toujours à Mechad, qui poursuit son voyage. Il va toujours très très bien. Il a prévu un retour pour la mi-mai si tout se passe bien ou au plus tard mi-juin. Donc, on le retrouvera très probablement plutôt sur la nouvelle saison que sur la saison en cours. Et puis, ma foi, il n'y a plus qu'à attendre. Il y a pas grand-chose à regarder aujourd'hui à la télé, je crois pas. Il n'y a pas de match. Bah, il y a Liverpool quoi qui va probablement prendre un petit peu d'avance sur encore un petit peu plus d'avance sur nous puisqu'ils se déplacent, ils reçoivent, je West sais Ham. plus. Ouais, bon, voilà. Ils reçoivent West Ham, donc ça devrait pas être très, Juste, Ah. très compliqué. Bah, Oui, regardez le petit, Real. il y a le Real aussi. Et Raoul, petite note, les filles Arsenal Women jouent oui, leur demi-finale de Ligue des Champions samedi prochain, ça, l'Olympique Lyonnais. oui. Bah, alors j'en ai parlé. Ça a même été mon coup de cœur, je crois, lors du dernier podcast où je crois que certains n'ont pas compris pourquoi j'en parlais. Mais je vous invite vraiment à regarder le match retour face au Real à l'Emirates. Franchement, c'est dans une Bah, période où même on résultat, voit. même tarif. Alors, même tarif, mais indépendamment de ça, le coup de cœur était surtout dans le fait que, bien entendu, que le foot féminin reste moins impressionnant que le foot masculin, mais dans une période où, ces derniers temps, on a vu quand même pas mal de purges de nos Gunners, et surtout en championnat, de voir un match comme l'ont livré les filles face au Real, où franchement, on revient juste au basique du football. Et sans déconner, c'était vachement rafraîchissant. Donc voilà. Mais oui, on pensera fort aux filles. Mais on va d'abord se qualifier face au Real mercredi, Jonathan. On va déjà faire un petit débrief qui va bien. Et puis après, on mettra l'accent sur la demi-allée. Je crois que c'est à l'Emirates, l'aller, face à Lyon, qui pour le coup est un des ogres européen dans le foot féminin. Donc encore une belle affiche et un super challenge pour les filles d'Arsenal. On parle pas de l'ancien CEO d'Arsenal qui va, qui va Aux se Spurs. perdre aux Spurs. Voilà, bon, ok, pourquoi pas. Le chèque L'amour doit du être... maillot. Ah, écoute, hein, un seul amour est Mais pour il avait, toujours. il avait quand même fait 14 ans 14 avec ans Bah en oui. Arsenal, tu club, vois, ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas voilà, rien, après, hein. l'appel des sous-sous, on parlera pas du message que Edu a laissé sur les réseaux, puisque ça y est, Non plus. c'est effectif, il ne fait plus partie Bah d'Arsenal. oui. Enfin, mais voilà. Donc plein de choses qui se passent un petit peu en dehors. On parlera pas de la mine des confites de Bertha en tribune hier, où à mon avis, il est en train de se dire, oh putain, il va falloir des sous cet été. Mais Ah, tout ça, on va garder ça pour. il est en mode effaceur. Ah ouais, ouais. Il regardait et il faisait sa liste. On va garder ça pour la fin de saison et pour les émissions de fin de saison. Messieurs, je vous embrasse et comme toujours, Come on Gunners, ciao ciao! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.